cette notion d'autre, je vais refaire la même introduction que j'avais commencé hier, mais vous n'aviez pas l'image alors. Euh, les enjeux de qu'est-ce qu'est l'autre, puisque c'est le sujet du jour, autrui et comment être un étranger, ce qui, je le redis, montre à quel point la philosophie, ça concerne tout le monde, parce que on est, on a un sujet, je vais être obligé dans la première partie, je voudrais montrer en quoi la notion d'autre et d'étranger est très présente dans bien des domaines. Et dans une deuxième partie, on va faire un voyage dans l'histoire de la philosophie parce que on va voir qu'avec Montaigne, Descartes, avec Hegel et puis avec Monsieur Turing, ah, cette idée de reconnaître qui est un robot, qui est un humain, ben en fait, la philosophie, dans une première partie, je vais expliquer en quoi l'autre et autrui fait partie de notre environnement, puisque nous sommes des êtres de société, des êtres qui partagent des choses continuellement, mais dans une deuxième partie, avec Descartes puis Hegel, surtout Hobbes un peu, je vais essayer de montrer en quoi le, la compréhension de ce que nous sommes nous-mêmes n'est pas possible sans les autres, même si, comme dira Sartre dans la fin de cette deuxième partie, l'enfer, c'est les autres. Donc on a un autre qui nous regarde et qui fait de nous ce que l'on est, puisqu'on fait attention à ce que l'on fait continuellement. Et c'est drôle comme ce sujet est ancien, il est très ancien, le autrui et l'autre dans l'histoire de la pensée. Il est sans doute même contemporain de la pensée philosophique. Et dans une troisième dernière partie, j'aimerais faire connaître ce merveilleux homme qui est Sanjay Subrahmanyam, qui est historien, mais qui est un homme très brillant et l'auteur de ce livre qui résume bien l'ensemble. Voilà comment être un étranger. Dans son livre où il compare au XVIe siècle Goa, Ispahan et Venise pour montrer que la Renaissance, elle n'est pas qu'en Italie, elle est en Inde en même temps et que petits européano-centrés que nous sommes, nous avions oublié de regarder l'ensemble. Et donc que le sujet d'autrui n'est pas seulement quelque chose qui traverse notre société, notre façon de penser la philosophie, mais que s'intéresser aux autres, c'est une façon de repenser la philosophie, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il y a des gens qu'on avait oublié de regarder et qui étaient déjà présents depuis longtemps. Voilà à quoi ressemble ce plan sur une petite heure et un échange après. Mon idée, comme toutes les fois, c'est de donner des repères pour pouvoir briller en société. Alors je vous dis, la philosophie, c'est continuellement actuel. On s'est jamais autant méfié de l'autre qu'aujourd'hui même. Et on n'a jamais eu besoin non plus d'être sûr que les autres se font pas éternuer dessus toute la journée. Et donc, on est obligé de leur faire confiance. Parce que là, il n'y a personne, avec toutes les leçons de courage de tout l'univers, qui pourra sauver l'histoire tout seul. On est obligé de faire groupe. Et cette notion-là, elle est très passionnante à questionner aujourd'hui. Je me rends compte que les cours que j'avais prévus le mois prochain, vivre sans humains, vivre qu'avec des robots, j'en parlais avec Franck qui gère Dronetics dans C19, une question qui est saillante aujourd'hui puisqu'il y a énormément de machines qui nous servent à prévoir l'évolution d'une maladie, d'une contagion, des ressources humaines dont on a besoin. Les machines sont là en fait, hein, et les drones n'attrapent rien. Donc on est dans l'obligation de penser. Et ce qui m'a fait créer cette histoire des idées, c'est que on est quand même, quand on ouvre le journal, un peu flippé, et des philosophes pensent demain, et ils nous aident à être plus calmes à l'intérieur. Voilà. Alors, je commence cette première partie que j'ai bien esquissée là. L'un et l'autre, le jeu de mots de Badinter, c'est sur le fait que l'autre, c'est mon autre sexe, et qu'une femme n'est pas du tout un homme, et que cette question du genre, Badinter n'est pas la meilleure sur ce sujet d'ailleurs, mais qu'elle pourrait être un sujet en soi, que dans ce documentaire de Micheline Langto, elle a hébergé cet homme, est-ce que vous le feriez? Voilà, est-ce qu'un plus pauvre, un plus malheureux, est-ce qu'on on n'a pas très envie forcément, évidemment. Donc la générosité envers autrui, elle est portionnée, elle est à nuancer en fonction de nos moyens financiers, mais humains, intellectuels, notre activité, de qui on peut aider. C'est pas qu'une question de générosité, c'est beaucoup de choses.
Et voilà, la question d'autrui, quand quelqu'un prête son corps pour que quelqu'un d'autre ait un enfant, fait que cette notion d'autrui est quand même plus compliquée que juste c'est un copain ou c'est un ennemi ou c'est un allié. Est-ce que moi, homme, je peux avoir un avis sur ce qu'une femme fait de son ventre? En un sens, on pourrait s'arrêter en disant non, je n'ai pas d'avis, c'est à elle de savoir ce qu'elle doit faire. Est-ce que donc l'État, et on va y revenir avec Hobbes, peut savoir ce que chacun doit faire de son corps ou peut faire de son corps? Voilà une grande question, on ne pourra pas y répondre tout de suite. Je disais hier, je le redis parce que c'est enregistré, que le C19 et particulièrement Nassim Ménad s'intéresse avec le projet de la tour H à Courcouronnes à cette idée que les machines puissent aider à accompagner la vieillesse. On est à Évry au cœur de ces recherches. Comment la prise en charge du suivi des corps peut se faire et du cerveau, comment il peut être sollicité par le jeu vidéo, par des tas d'accompagnements. Mais finalement, le titre de ce recueil, c'est aussi La vieillesse, c'est pas moi, c'est toujours un autre qui est plus vieux, qui est malade, que j'ai pas envie de voir, ou qui est vieux, un parent qui est emmerdant. Mais c'est un autre regard pour une autre relation. Donc, vous voyez, le mot autre veut dire deux choses différentes à deux moments. Une autre histoire, quand on est dans la fiction ou dans la science-fiction, l'autre histoire, c'est celle qui n'a pas eu lieu, c'est celle qui pourrait avoir lieu, c'est tous les possibles inventoriés et que les philosophes anglais, je ne suis pas spécialiste de ça, mais qui s'intéressent beaucoup à la statistique et beaucoup au possible. Voilà, ce qui arrive, c'est l'annulation de tous les autres possibles. Et la science-fiction se passionne pour ça. L'autre festival, c'est aussi un festival à Paris qui s'intéresse à tous les films, à tous les artistes qui ne sont pas les artistes connus, donc tous ceux qui sont dans la marge. L'autre, c'est celui qui est pas intéressant ou qui est un peu trop trash, puisque l'autre festival montre aussi de magnifiques films de vampires gays ou de magnifiques films de zombies taïwanais, voilà, des choses qui sont complètement barrées, qui sont d'une autre culture, mais aussi pas forcément celle qui m'intéresse, celle qui justement me questionne en disant mais c'est moche, c'est de mauvais goût. Elle est une façon de me demander c'est quoi mon goût. J'ai beau me dire ouvert, je ne peux pas tout aimer, je ne peux pas tout savoir. Voilà. Et quand l'histoire s'intéresse à ces sujets, les 30 Glorieuses, c'est après-guerre, c'est cette société d'abondance dont on croit qu'on ne fait pas encore partie, alors qu'en fait on a juste constaté, et encore de plus en plus, qu'on en est sorti. Quand les historiens se posent la question autrement de ce qu'étaient ces 30 Glorieuses, ils sont en train de se demander, voilà, il y a modernisation, mais il y a aussi contestation. L'histoire ne peut pas être que celle du progrès technique, matériel, architectural, puisque c'est Évry, on est l'exemple absolu de la 30 Glorieuses, une ville nouvelle avec tous les équipements et toutes les possibilités, et une histoire des pollutions. Voilà. Est-ce que les historiens ont longtemps laissé de côté des sujets qui sont des sujets qui ont l'air d'être en marge et qui expliquent autrement, et c'est ce que va faire Subramaniam avec l'histoire connectée, c'est-à-dire comment l'histoire de pays étrangers dit quelque chose du pays central. Et puis, sans doute, un des auteurs dont je parlerai l'an prochain, Pablo Servigne, voilà, puisque la fin du monde aura lieu, on peut la faire autrement, tiens, si on était en train de, non pas d'en sourire, mais de préparer, parce que la fin du monde dont il parle, bien évidemment, c'est la fin d'un monde industriel et économique, que la situation, là aussi, nous oblige à penser. On n'est plus obligé de consommer plein de choses et de changer les idées en achetant un truc, on ne peut pas. Est-ce que ça continuera après? Est-ce que cette épreuve qu'on vit là est une façon de redistribuer l'interrelation entre nous tous? Voilà, il y en a qui travaillent le dimanche, il y en a qui ne travaillent pas et qui consomment. Est-ce qu'on peut consommer autre chose? Et dans cet autrui qui me sert de première partie, on le voit aussi dans cet art romantique dont je parle en histoire de l'art en ce moment, c'est que dans ce portrait de Caspar David Friedrich de 1818, on est avec le romantisme en train de s'interroger sur ce qu'est l'homme. Est-ce qu'il est un être de raison, justement, ce que l'histoire de la philosophie va nous dire quand on va revenir à Descartes. Mais là, je pose le problème de ce qu'est autrui et l'autre. Est-ce qu'il est autre chose? Est-ce qu'il peut être des passions, ce qu'il y a là dans le tableau? Est-ce qu'un portrait peut être autre chose qu'un personnage de face? Est-ce que je peux savoir ce que cet homme est en train d'imaginer? Est-ce qu'un dos peut être éloquent? Est-ce que je peux être en train de regarder un paysage autrement, puisqu'on est au-dessus du paysage et qu'il est noyé de nuages, on ne voit plus rien? Quel est le sujet de ce tableau? C'est aussi une autre façon de montrer le monde. Et je reviens en arrière à Vermeer.
j'en plaisantais, Vermeer va faire ce tableau dans lequel il montre quelque chose qui est invraisemblablement moderne. Il montre le modèle qui va devenir sur la toile une figure mythologique, une déesse avec sa couronne de laurier sans doute, ou une allégorie de la musique ou des arts, mais dont on voit bien le livre trop grand, la coiffure qui a l'air un peu bricolée, et puis les accessoires dissimulés, dont on voit bien que c'est un modèle. Donc Vermeer nous révèle le off, la façon dont les peintres bricolent, mais là où il le fait d'une façon très étonnante, en nous montrant l'envers, donc je parle d'autres, et qui est bien révélé par le rideau. Hein. On a l'ensemble. La reproduction de l'écran, c'est toujours la merde. C'est trop clair là et trop jaune là. On a l'envers du décor, mais jusqu'à un point énorme, puisque le peintre a fait un autoportrait de dos, lui en train de peindre. À moins qu'il ait peint un copain en train de peindre, mais il est en train de nous montrer l'envers de l'envers. Voilà, et en art, c'est une question qui a été beaucoup posée sur l'autoportrait et sur ce qu'est l'artiste. On a attribué cette phrase à Rimbaud, on l'a attribuée aussi à Gérard de Nerval, que voilà en photo. Je suis l'autre, c'est-à-dire pas celui qui est sur la photo, pas l'image que vous montrez, je suis déjà quelqu'un d'autre. Je fais cette blague souvent qui marche bien, j'ai un problème entre ma 5e et ma 6e personnalité, elles ne s'entendent pas. On est plein de gens, plein d'êtres sociaux, plein d'êtres à différents moments, et l'être qui pose en photo ou qui est peint, c'est pas celui, c'est l'être social que je veux montrer aux autres, c'est pas moi forcément. Là, on va voir que cette question-là se pose puisqu'on est en interrelation continuellement. Alors, dans ma deuxième partie, puisque j'ai voulu montrer que autrui, l'autre, c'était plein de choses différentes. C'était ma pensée, qui je suis, le langage qui me fait un lien avec les autres et qui, sans faire de jeu de mots, m'engage avec les autres. Et l'autre, c'est aussi le groupe social, le rapport de pouvoir, les tensions, l'image qu'on a. Et ce que Aristote va écrire, c'est un doute premier à écrire sur ça. L'éthique à Nicomaque, c'est un livre sur l'amitié. Voilà un beau sujet pour parler de l'autre. On peut être copain, on peut être plus que copain, et puis on peut même dire avec Aristote que peut-être que quand on est amoureux de quelqu'un, ça peut se terminer, alors que même si votre copain, votre ami, c'est un con, ben, on va boire un coup et on peut passer à autre chose. Il y a un enjeu moins fort, mais un enjeu plus puissant aussi qui se joue dans l'amitié, de retrouver l'autre moi-même, en fait, de savoir qu'il ne me jugera pas, même si j'ai commis un crime, il va d'abord m'accueillir, après m'écouter, peut-être me conseiller de me rendre à la police, mais pas me juger, en fait, d'être dans une espèce de distance à l'égard du jugement trop rapide. C'est ce qu'on retrouve chez Montaigne, qui est le premier, on le sait bien, à écrire les essais pour moi-même. Il va raconter sa vie. C'est presque une des entrées du moi dans l'histoire de la littérature en Occident. Il dit je ou il dit moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des pensées pour moi-même, pensant que ces pensées peuvent intéresser les autres. C'est-à-dire, je raconte ma life, mais je pense que ça peut intéresser le genre humain parce que les problèmes que j'entrevois sont ceux de tout le monde. Et donc, les philosophes, là, on est chez Montaigne, vous voyez, 1685, cette édition. C'est fait un peu plus tôt. Chez Descartes, au XVIIe siècle, juste après, on va être dans la même question. Voilà, le philosophe va s'interroger sur lui-même et en s'interrogeant sur lui-même, il interrogera le genre humain et il va se demander qui il est. Par contre, vous savez sans doute que Montaigne est un des plus merveilleux valoriseurs de l'amitié, puisqu'il avait son copain de la Boétie qui était un pur génie, hein, théoricien de l'anarchie au tout début, de qu'est-ce que c'est que le pouvoir, qu'est-ce qui nous oblige à obéir, et qui a une définition de l'amitié merveilleuse qu'on pourrait graver sur des t-shirts. C'est que pourquoi est-ce qu'il aimait la Boétie? Parce que c'était lui, parce que c'était moi, rien de plus. Là, il n'y a pas toujours besoin de... Est-ce qu'on peut théoriser les sentiments? Voilà une question qui va se retrouver. Un siècle plus tard, on est en 1650, je suis dans la peinture hollandaise, en même temps que le tableau de Vermeer. Voilà un tableau de Descartes qui est parti vivre en Hollande parce que ça craignait pour lui en France. Et ce que dit Descartes qui va nous intéresser, que j'ai besoin de développer là, c'est il va faire les méditations de première philosophie. Il va se demander, voilà, j'entends des choses, j'apprends des choses, je ne suis pas sûr du savoir qui est autour de moi.
Et ce pourquoi ce livre-là, Les Méditations de Première Philosophie ou Le Discours de la méthode, qui est deux livres un peu de la même période de Descartes, sont les débuts de la philosophie moderne. C'est pour la raison qui est là, c'est que Descartes dit que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés. Alors voilà une façon de parler d'autrui. Est-ce qu'un livre, c'est un autre qui me parle, il s'adresse à moi alors qu'il ne sait pas que j'existe un siècle, 2 siècles plus tard. C'est Alphonse Allais qui aura l'humour merveilleux de faire des fausses dédicaces. Il prendra des livres de sa bibliothèque. Il a une collection de livres merveilleuses. Et dans le livre de Voltaire, il écrira à Alphonse Allais avec le regret de ne pas l'avoir connu, signé Voltaire. Et on a dans la possibilité d'écrire pour les autres, dans la création, dans ce qui reste, dans l'invention technique aussi, la possibilité de parler aux autres à distance, au siècle passé en lisant et au siècle futur. C'est pas une petite responsabilité, ce n'est pas qu'un enjeu personnel. Mais ce que dit Descartes quand il commence sa méditation, il y en a 6, tous les jours il va réfuter son idée, la voilà, c'est que il va parler de l'existence de Dieu, de la distinction de l'âme et du corps. Et la première des méditations, c'est qu'il se dit je vais essayer de les choses. Il zozote pas, c'est pas les chaufs que l'on peut révoquer en doute. C'est c'est le double S qui est écrit de cette façon-là à l'époque. Il va s'enfermer dans sa chambre tout seul et il va se poser la question qui est le début de la philosophie contemporaine, qui n'est pas ce que Aristote et Platon avaient observé, c'est-à-dire les rapports entre les hommes, les rapports de pouvoir. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le sujet. C'est là où c'est un siècle après Montaigne qui a dit je, la façon de dire, vous connaissez la conclusion, je pense donc je suis, mais qu'est-ce que je sais en fait? Voilà, puisque c'est ça l'histoire de la philosophie qu'on retrouvera chez Kant aussi un siècle encore après. Qu'est-ce que je sais? De quoi je suis sûr en fait? Est-ce que les livres sont sûrs? Est-ce que les infos sont sûres? Est-ce que les fake news sont sûres? C'est les choses qu'on peut révoquer en douter. Est-ce que je peux avoir confiance en autrui? C'est pas d'aujourd'hui que je me suis aperçu que dès mes premières années, j'ai reçu quantité de fausses opinions pour véritables. J'ai écouté ce qu'on m'a dit, j'ai lu, j'ai mal lu, j'ai répété. Qu'est-ce qui peut être vu sérieusement? Et finalement, dans cette démarche-là, Descartes fait une œuvre redoutable. On parle de table rase. Il va retirer tout ce qui n'est pas certain. Et la première méditation, c'est celle-là. Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie. Et c'est une sorte de polar. Hein. Il est enfermé dans sa chambre tout seul. Et le milieu de la méditation 2 est génial parce qu'il va, je vous l'annonce d'avance, c'est pas dans le cours d'aujourd'hui, mais il va révoquer tout ce qui était lu, tout ce qu'il savait, ce qu'il était en train de dire, là, les opinions reçues, pour construire un nouveau système de connaissances. Je mets tout à plat. Mais il va douter que ce qui est autour de lui, ce qu'il voit par la fenêtre n'existe. Il va douter que le poêle qui est en train de chauffer sa chambre, même ses bras, même son corps, il va partir. C'est pas parce qu'il est en Hollande et tout seul dans sa chambre qu'il a abusé de substances douteuses, Descartes, mais il est parti très très fort. Hein. Il est là pour révoquer tout ce qui n'aurait pas. On parle de doute hyperbolique, c'est-à-dire c'est le doute maximal. Il n'y a rien qui est vrai d'autre que voilà, j'ai de la faiblesse, j'ai tendance à aller dans l'erreur, mon esprit a une pente qui fait ça. Les paroles toutefois m'arrêtent, je suis presque déçu par ce qui est autour de moi. Et quand je regarde un morceau de cire, par exemple, je prends une bougie, elle est dure, je tape, elle fait du bruit. Et quand je la mets près du feu, elle devient molle et elle fond. Alors, donc, je ne peux pas avoir confiance. Et ce qui est ici dans cette citation qui m'importe, qui va avec mon sujet, c'est comme ça que je vais me raccrocher. Si par hasard, je regarde d'une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, à la vue desquels je ne manque pas de dire je vois des hommes, et je pense aux morceaux de cire et je me dis ça se trouve, par la fenêtre, je vois des chapeaux et des manteaux qui recouvriraient des machines artificielles. Alors là, on est au C19, on a les drones, mais c'est un des premiers théoriciens de l'homme-machine. J'en reparlerai quand on parlera de ça la prochaine fois. Peut-être effectivement, c'est des chapeaux et des manteaux. Et si on écarte l'idée que Descartes fume des pétards quand même, c'est qu'il est en train de révoquer tout à fait sérieusement. Il dit finalement, ce que je vois, c'est mes yeux qui le voient. Mais mon esprit n'en est pas sûr. Rien n'est sûr.
Voilà. Est-ce qu'il l'amène à la conclusion d'avoir tout écarté, puisque vous comprenez que dans mon exemple, autrui n'est pas suffisant pour me prouver que j'existe? C'est pas un petit truc, c'est-à-dire, il faut quand même que je me débrouille tout seul. Autrui va me servir à comprendre qui je suis, mais il est important que je vous dise dans cette deuxième partie que autrui, il n'est pas fiable, hein. Autrui, il n'est jamais tout à fait certain qu'il ne me raconte pas des bêtises, mais aussi qu'il ne soit pas des chapeaux, des manteaux, des robots. Donc la seule chose que le discours de la méthode va valider, c'est que même si je me trompe, même si je doute que tout existe, que mes bras existent, il dit est-ce que ces mains-ci sont à moi? C'est une merveille presque de littérature. Et il dit j'ai beau douter, si je suis en train de douter, c'est que je suis en train de penser, donc il y a bien quelque chose qui pense. Bon, il aura des problèmes dans la méditation 4 et 5, c'est qu'il a quand même éliminé son corps, le monde entier, et même l'existence de Dieu. Donc, si vous aimez les polars, je vous le renvoie vers la lecture. Sur le Wikipédia, on entend la conclusion de ces méditations. Voilà, à nouveau de la peinture hollandaise, c'est Vermeer. Voilà, l'astronome est celui qui découvre le monde et qui, par la carte, par la map monde, peut se rendre compte de ce qui existe autour de lui. Et j'en viens à cette interrelation qui va me servir de deuxième partie, parce que ça va me permettre de développer chez Hegel ce qui est la dialectique du maître et de l'esclave, dont vous avez peut-être des souvenirs au lycée, qui est très important, c'est que j'ai besoin d'autrui pour savoir que je suis là quand même, une fois que j'ai conclu que j'existais. Et ce qu'on voit dans ce test de Turing, illustré dans ce merveilleux film Blade Runner, avec Harrison Ford tout jeune, qui est en train d'interroger des réplicants, puisque l'enjeu du livre de Cadix, c'est on a face à nous, c'est une bonne économie sur les effets spéciaux d'ailleurs. Les robots, les faux hommes sont comme nous, on ne peut pas savoir. Ben, ça économise le maquillage et les robots, puisqu'ils sont comme nous. Et si vous n'êtes pas passionné par ce film, vous le deviendrez en le voyant ou en lisant les résumés, puisqu'il y a plusieurs versions et que selon la fin, il y a, je crois, 3 versions finales au moins. Ça ne veut pas dire la même chose. Et le Harrison Ford enquêteur à qui on donne pour mission de chercher qui sont les robots et de les arrêter, puisqu'ils se sont enfuis et qu'ils veulent, comme dans la série Real Humans, qui est une merveille aussi, une série suédoise, je dirais, les robots disent on a bien le droit de vivre. Voilà, même question que celle du test de Turing. Est-ce que face à quelqu'un, dit Turing, est-ce que quand des machines seront devant nous, est-ce que si je ne vois pas cette machine, si je suis au téléphone par exemple, est-ce que un jour arrivera où je serai face à une machine et je ne pourrai pas me rendre compte qu'elle n'est pas un humain? Et cette surprise-là, on la découvre dans ces choses-là, c'est-à-dire des machines. Peuvent copier l'humain. J'ai déjà montré la dernière fois, mais le degré de réalisme, je l'ai montré quand je parlais de la technique. Alors, comme j'ai montré cette image, je vais montrer autre chose qui est tout à fait saisissant quand on aime les robots. C'est des robots qui sont auto-guidés et qui, comme ils copient la locomotion animale, commencent à nous mettre une petite doute en fait, sur ce qui est en face de nous. Et il n'est pas téléguidé, il y a une locomotion qui est assez fluide. Question ? Vous avez besoin de quelque chose ? Une merveille technique. Et vous voyez, l'animal retrouve son équilibre. Il est capable d'adapter continuellement, de comprendre ce qui est autour de lui. Ça m'intéresse de montrer ça, non pas pour faire peur à tout le monde, mais pour montrer que
que l'avancée technique est tout à fait fabuleuse. Manipuler, c'est quand même la plus difficile chose à manipuler. Là, on le verra dans le cours prochain, des tas de choses que la machine n'arrive pas à faire encore. Donc, elle ne peut pas tout à fait se passer de nous. Mais on a quand même des exemples d'un robot qui arrive à passer le concours de médecine et à réussir. Et ce qui va avec, l'Arabie Saoudite qui donne la citoyenneté à un robot, c'était lors d'un événement sur un robot humanoïde. C'est-à-dire, finalement, ce robot est aussi une façon de poser la question de qu'est-ce qu'est un humain, qu'est-ce qu'est autrui. Et qu'est-ce qu'est autrui? Et c'est là où je reviens à nos philosophes, c'est que si je vais sur le XXe siècle avec Jean-Paul Sartre, autrui, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, donc je peux aller plus vite, c'est l'autre, le moi qui n'est pas moi. C'est-à-dire, c'est pas moi, je m'en fous de autrui, il n'a rien à voir avec moi, mais le problème qu'il a, c'est que c'est la même chose que moi, c'est le même logiciel. C'est un répliquant qui ne pense pas comme moi, qui ne fait pas comme moi. Et en faisant ça, il m'ennuie, il me questionne continuellement sur ce que je suis et sur ce que je dois faire. Il suffit de vivre avec quelqu'un pour savoir ce que ça signifie très facilement. Mais d'être vu, d'être jugé, de juger soi-même. Et en questionnant ça, il est continuellement en train de le transformer, ce que je suis. Là, et chez Sartre, vous connaissez peut-être L'existentialisme est un humanisme, qui est un des livres. On a dit de Sartre il a compté énormément dans les années 50 en France, hein, dans la vie intellectuelle française en philosophie. Il est le grand penseur, contesté. Hein. En philosophie, il est un peu plus difficile à lire et beaucoup disent que c'est pas un philosophe et que c'est plus intéressant dans le théâtre, dont je vais parler juste après. S'il y a un livre à lire qui est petit, c'est celui-là, Existentialisme est un humanisme. Plus facile, Les mots, qui est une sorte d'autobiographie dans lequel il parle de lui, qui il est et comment son rapport aux autres va se façonner. Et ce qu'il y dit, c'est que nous ne sommes, nous, qu'aux yeux des autres. C'est-à-dire qu'il va plus loin que Descartes. On pourrait les faire se répondre l'un à l'autre. On ne peut pas être soi s'il n'y a pas des autres. Et c'est à partir de ce regard des autres que nous nous assumons nous-mêmes, comme nous-mêmes. C'est-à-dire, j'ai besoin des autres pour savoir qui je suis, pour me renvoyer un miroir, mais lui, il va plus loin. Il dit on ne peut pas être soi-même s'il n'y a pas les autres. Et on le retrouve dans une pièce de théâtre qui est très célèbre, qui s'appelle Huis clos, où il va faire dire à un de ses personnages, l'enfer, j'aurais jamais cru, je croyais que c'était le bûcher, le grill. Non, non, pas besoin, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, c'est-à-dire que c'est celui qui m'aide et en fait celui qui me crucifie en même temps. Pas rien comme comparaison, dites donc. Et on va le retrouver, j'ai besoin de le lier aux artistes parce que c'est eux aussi qui nous apprennent des tas de choses. Il y a beaucoup de philosophie dans l'art, il me semble. Dans le théâtre, c'est Oedipe qui croit qu'il va empêcher la malédiction en fuyant, puisqu'on lui a dit qu'il allait tuer son père. Et donc, il est plus malin, Oedipe. Il croit qu'il peut faire mieux que tout le monde. Et puis, en s'enfuyant, il ne sait pas que, justement, il part faire ce que le destin a dit ou ce que la pièce de théâtre va montrer. Là, on est dans le Médée de Pasolini. Le Médée croit que, et c'est toute la structure des mythes grecs, de penser que l'homme, petite bestiole, dont le Sphinx a dit tu crois que tu sais mieux que moi, mais tu sais pas. Que l'homme, qu'est-ce qui est à quatre pattes le matin, deux pattes le midi et trois pattes le soir. Et c'est Hegel qui nous révélera, on va le voir juste là, que l'homme découvre avec l'époque moderne, avec Descartes et avec la Renaissance, que cette capacité à dire je, c'est la façon d'être libre de dire je, mais aussi d'être libre de la destinée. C'est-à-dire que l'homme est capable de s'extraire du cours des choses et de ce qui était prévu pour lui. Et ça, on le retrouve dans le théâtre, en fait, soit dans des pièces mythologiques où l'homme est mené par son destin, et même si vous connaissez la pièce, même si vous savez que Hamlet, on ne fait pas d'Hamlet sans casser des œufs, vous le savez, ça va mal finir, vous le savez. Et vous regardez la pièce et vous pouvez être touché quand même. Il y a une merveille là-dedans qui est une façon pour les hommes de regarder les autres, de regarder ce théâtre qui est le théâtre humain et d'en sourire. Et ce qu'on voit là dans ce visage de Philippe Cobert qui, avec Nouchkine, en train de jouer le rôle de Molière, c'est le masque qu'il porte sur la tête, qui est une façon de ce film merveilleux, Molière,
de questionner qu'est-ce que c'est que montrer aux autres une image d'eux-mêmes dans une pièce de théâtre. Toute l'histoire du théâtre est traversée par cette question d'autrui, où il y a relation, interrelation de pouvoir. Et si j'ai pris Molière ici, et encore un extrait de ce film, et Godot de Beckett, ils attendent Godot, les mecs. Et Godot, il n'arrivera jamais. Et ça suffit, cette attente de quelqu'un d'autre pour faire une pièce, puisqu'ils discutent de qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que parler. Le théâtre est une continuelle question sur cet autrui et sur le rapport du groupe au langage et aux capacités de nous libérer ou de nous enfermer du langage. On le retrouve au XVIIe dans ce merveilleux film qui s'appelle Beaumarchais, où autrui est celui qui veut me nuire, et c'est la parole, justement, c'est la brillance de la parole qui permettra d'anéantir autrui ou qu'il m'anéantisse. Et voilà, Beaumarchais, c'est l'insolent, mais c'est aussi celui qui n'arrivera pas forcément, si vous connaissez Ridicule, le film de Patrice Lecomte, il n'arrivera pas à s'en sortir. Et parce que le théâtre me permet d'arriver sur cette histoire du théâtre, c'est que chez Beaumarchais aussi, il y a Figaro, c'est-à-dire la transition, vous comprenez comment elle arrive chez Hegel sur ce rapport de la dialectique du maître et de l'esclave. C'est que dans ces pièces de théâtre, il y a un esclave qui sert un maître, et l'esclave, chez Figaro, il est plus malin que le maître. Il a lui-même des problèmes puisqu'il a toujours une copine qui veut pas, qui est d'accord, qui veut pas. Donc on a une espèce de double niveau avec le maître qui a une maîtresse, une femme, et puis le valet qui est en dessous, qui lui aussi a ses problèmes, mais qui est plus malin pour comprendre la situation. On a des espèces de niveaux de compréhension que tout le monde connaît, hein, et qui sont une merveille de jeu. Alors si vous ne connaissez pas ce film, un chef-d'œuvre de Mankiewicz qui s'appelle Le Limier, où il y a deux personnes dans la pièce, hein, de Schaeffer, et où il y a Laurence Olivier et Michael Caine qui vont se retrouver l'un face à l'autre en train d'être dominé, dominant, qui est celui qui tient le pistolet et qui domine l'autre, mais l'autre lui fait des révélations qui fait qu'il a peut-être envie de retourner le pistolet contre lui-même, puis de le confier à l'autre pour qu'il le tue, puis voilà, des tas de choses qui font que l'un et l'autre. Et alors chez Mankiewicz, on va retrouver dans un autre film cette occasion de vous expliquer ce qu'est, de ce que j'en comprends bien sûr, la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel dans ce livre, la phénoménologie de l'esprit. C'est que la phénoménologie de l'esprit, c'est ce que je vous disais de l'aventure de la conscience qui arrive à devenir conscience d'elle-même. C'est que on va voir comment ce rapport à l'autre me permet de comprendre qui je suis. Et dans une dimension avec autrui, donc dans une dimension qui n'est plus celle un siècle avant de Descartes tout seul dans sa chambre, je comprends qui je suis et je peux déduire que autrui existe et qu'il est là. Il n'y a pas, entre guillemets, de dimension politique dans la réflexion de Descartes. Chez Hegel, c'est un rapport de force qui se fait. Un rapport de... La dialectique du maître et de l'esclave, c'est l'altérité, donc autrui, que l'individu désire fondamentalement être reconnu par autrui. C'est là-dessus que Hegel dit il y a un rapport de désir. J'ai beau être tout seul, j'ai beau être fort, j'ai besoin qu'un autre dise tu es ça. Tu es fort, tu es intelligent, ou tu as bien réussi, ou tu as bien travaillé. J'ai besoin de ça. Moteur de l'amour, moteur de même au sein d'une famille, mais que ce désir est aussi en tension avec la peur. C'est-à-dire qu'on ne me dise pas ça, ou qu'on me dise t'es nul, et qu'on fasse plus qu'on me domine. Voilà, donc il y a un désir, l'envie d'avoir quelque chose, et la peur de l'obtenir aussi, la peur de le réaliser. Alors j'ai mis ça parce que c'est un merveilleux créateur qui s'appelle Étienne Mineur, qui a fait un jeu de dames. C'est un créateur de jeux numériques, Étienne Mineur, il est aux éditions Volumiques, un jeu de dames tout à fait classique, hein. Sauf que les pièces en question, ce sont des profils, des photos de profil de ses amis Facebook, voilà, à qui il n'a pas demandé l'autorisation, c'est pas grave. Mais ce qui est très mignon, parce qu'en fait, sous chaque pièce, il y a une petite capteur numérique qui est relié à son ordinateur. En fait, quand il joue face à quelqu'un, chacun joue avec ses propres amis. Et ce sont des vrais gens, donc. Sauf que là où c'est plus un jeu, c'est que quand les pièces sont prises, les amis sont supprimés de Facebook. Vous perdez vos amis. Vous pourrez, si vous le souhaitez, les reconnecter, mais d'un seul coup, un enjeu. Alors, il y a une chose merveilleuse dans ce créateur qui est Étienne Mineur, c'est de mélanger le jeu ancien avec du numérique, du connecté.
C'est lui qui a inventé aussi le livre éphémère qu'on ouvre et qui, avec le temps, les pages vont se noircir et disparaître avec un petit capteur qui est à l'intérieur. Donc, mélanger ce livre ancien à des choses contemporaines. Mais par contre, mettre en jeu ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, je joue. Ah oui, je joue. Hein. Je suis face aux autres. J'ai un rapport de force. Je veux quelque chose, je veux pas. Mais ce que dit Hegel, qui est pas du tout une rigolade, c'est que si l'individu veut être reconnu par autrui, encore pour le moment, il en a besoin parce que il va prendre conscience de lui-même en agissant. C'est-à-dire, je suis tout seul, on fait une version imaginaire, je suis tout seul, là, je suis chez moi, et puis je vais me rendre compte que j'existe en faisant quelque chose, en m'appropriant les choses, c'est-à-dire en saisissant un objet, puis peut-être en prenant une branche et en la transformant. Freud, pas longtemps plus tard, dira qu'une des premières plaisirs de l'enfant, c'est de transformer l'eau qui est en face de lui en jetant un caillou et en voyant les reflets les ricochets. Une façon de transformer le monde et de jouer pour ceux qui ont déjà vu des enfants. Il suffit de les voir prendre une tétine jetée et de voir que quelqu'un d'autre les rapporte pour savoir que ça se passe exactement comme ça. Ma conscience de moi-même va venir dans mon appropriation des choses et vous allez comprendre l'ambiguïté tout de suite. Les choses, c'est les autres aussi. Les autres qui ne sont pas des choses obéissantes, les cons, qui font pas exactement ce que je veux. Il suffit que je jette 3 fois ma tétine pour qu'au bout d'un moment, ils me disent maintenant tu vas la ramasser tout seul, ça suffit. Et ce que Hegel dit, c'est que dans ce besoin de reconnaissance, le déclenchement, c'est que 2 individus se rencontrent, ils sont l'un devant l'autre, comme des objets. Finalement, tant que l'autre n'a pas parlé, tant qu'il n'a pas montré de désir ou de peur ou de hargne, l'altérité, l'autrui n'est pas encore là. C'est pour ça que cette dialectique est importante pour qu'on comprenne ce qu'est autrui. C'est que autrui, c'est pas tout cuit. Il suffit pas qu'il arrive. Par contre, ce que dit Hegel, c'est que les deux ont besoin de reconnaissance. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer. En d'autres termes, explique le philosophe, ces consciences ne se sont pas encore présentées réciproquement. Alors, ça a l'air verbeux, Hegel, je vais traduire. Ils sont encore des êtres pour soi-même avant d'être des êtres pour les autres. Parce que quand on est soi-même, on va avoir conscience de ce qu'on est. Chacune est bien certaine de soi-même, mais pas de l'autre. Et donc, il dit, parce que c'est très technique, précis, ça a l'air d'être verbeux, mais c'est d'une grande précision intellectuelle, c'est pas facile à lire, mais c'est passionnant. Sa propre certitude de soi n'a encore aucune vérité. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de l'autre, mais je vais avoir besoin que l'autre me dise « tu es quelqu'un », et là, c'est pas encore fait. J'ai pris Fight Club comme illustration parce que s'il y a bien une idée de se mesurer aux autres, on pourrait citer les petits garçons qui se battent entre eux, qui ont besoin d'éprouver leur force et ils ont beau vous dire qu'ils jouent à la bagarre, ils apprennent à s'éprouver comme le font des petits chiots. Hein. Et Brad Pitt peut être beau, il est quand même en train de se battre comme un petit mâle qu'il est. La dialectique du maître et de l'esclave conçoit ainsi que 2 consciences s'affrontent dans une lutte de prestige. Et j'insiste, même si vous avez l'impression que dans votre vie de tous les jours, vous n'êtes pas en train de lutter pour le prestige, vous allez voir en quoi ça va assez loin chez Hegel et ça concerne tout le monde. Chacun cherche spontanément, sans trop de réflexion, à ce que l'autre s'incline devant lui, admette sa valeur et renonce à le contester. Vous allez comprendre avec Hobbes après que notre éducation, l'État, la police fait qu'on va se tenir bien et qu'on va arrêter d'essayer de mettre la pression aux autres, mais je rencontre quelqu'un d'autre et j'ai envie qu'il reconnaisse ma valeur. Et qui, en plus, renonce à la contester. Hein, c'est pas petit. Il veut que ça signifie que l'homme ne peut vivre son humanité, il ne peut être un homme que dans son rapport à l'altérité. Il n'est homme que dans la mesure où il est reconnu et il veut l'être par autrui sans le reconnaître lui-même. Il veut que je veux être reconnu, mais je ne veux pas spécialement le faire sur les autres. Pourquoi ? Parce que il ne peut concevoir la reconnaissance que dans l'inégalité. Alors ça peut vous paraître injuste, mais il va justifier après. Je veux que l'autre s'incline et dise tu existes, mais pas toi. C'est pourquoi elle doit se concrétiser. Alors le terme va vous paraître fort, mais vous allez comprendre, dans une lutte à mort. Les sociétés humaines, pour Hegel, sont dans un conflit, dans un rapport d'interaction, et il dit conflit jusqu'à la mort. Et j'ai pris Mohamed Ali parce qu'on voit que dans la boxe, il se joue quelque chose comme ça. On sait que c'est un spectacle comme au théâtre, mais on est face à quelqu'un qui montre sa force et qui s'affirme par cette force. Parce que c'est pas un petit exemple que je prends là. La place des Noirs aux États-Unis
c'est d'être boxeur ou jazzman. Hein. C'est par cette force qu'on va leur reconnaître un droit. Et quand le même Mohamed Ali, modèle de tout l'Amérique, décide de devenir musulman et de prendre un autre nom, ça pour ne pas aller et de pas aller au Vietnam aussi, ça va pas plaire beaucoup parce qu'il n'est pas cet autrui qu'on voulait qu'il soit. Il est indépendant. Pourquoi est-ce que c'est une lutte à mort, la dialectique du maître et de l'esclave? Parce que chacune des deux consciences a pour objectif d'asservir l'autre. Il doit devenir son inférieur en prenant le risque. Je dois dire à l'autre de se soumettre en prenant le risque qu'il meure. Pourquoi est-ce que c'est extrême à ce point-là? C'est qu'il y a un obstacle. Il n'y a pas de maître sans esclave. Et c'est je dis à l'autre qu'il doit se soumettre, l'autre n'a pas envie. Il suffit d'avoir vu des petites batailles d'ados pour savoir ce que ça veut dire. Mais en même temps, il y a un problème dans ça, c'est que si je soumets l'autre et que je le tue, ben, il arrête de me reconnaître comme maître. Alors c'est embêtant. Et comme l'autre peut vouloir redevenir maître quand même, il faut que je le soumette. Il y a une tension de violence, dans un premier temps de ce rapport de l'un à l'autre, mais dans un deuxième temps, la conscience dominante, celui qui devient le maître, ne peut pas aller jusqu'à exécuter sa menace, sinon elle ne pourrait pas être le maître, et donc elle ne pourrait pas être reconnue. Oui, il parlait de mise à mort, il y a une tension qui risque la mort, hein. Il peut y avoir cette bataille jusqu'au bout qui fait perdre l'autre, parce que ce que dit Hegel, c'est que la mort, c'est le maître absolu, c'est lui le chef. Hein. Celui qui meurt, il a perdu. Et donc, moi-même, si j'avais besoin d'un autre, je ne peux pas avoir cette reconnaissance que je cherche. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux qui fait que ça va se résoudre, puisque c'est Hegel qui invente la thèse, antithèse, synthèse, comment quelque chose avance par l'anéantissement de son opposé, et en avançant l'intègre, ça finit bien. Vous allez voir en deux fois, pourtant il va y avoir des esclaves et des maîtres. Les deux consciences, cette lutte s'arrête quand celui qui a le plus la trouille de mourir s'incline. Là, il dit le futur maître soutient l'épreuve de la lutte et du risque. Je pense à la fureur de vivre avec James Dean. Celui qui n'a pas peur de mourir, c'est celui qui sera le chef, en fait. Celui qui n'a pas la trouille. Le futur esclave n'arrive pas à maîtriser sa crainte, il a peur. Une peur animale. Et il dit je préfère être soumis que mourir. Il cède, il se reconnaît vaincu, il reconnaît la supériorité du vainqueur et il se soumet à lui comme l'esclave à son maître. Fin du premier épisode, il y en a deux. On revoit le limier de Mankiewicz puisque le serviteur a l'air tout à fait servile et adorable. Et petit à petit, il va être beaucoup plus vicieux et il se passe ce que vous pouvez deviner qu'allait se passer dans l'histoire du théâtre déjà. Le vainqueur sera le maître reconnu. Il devient la conscience, celui qui sait, celui qui veut. Le vaincu n'a pas de reconnaissance, il n'est pas reconnu, il est moins qu'un homme. Le premier ne sera plus soumis au travail, l'autre va travailler pour lui. C'est pas juste, c'est la vie. Mais le rebondissement numéro 2 est passionnant. C'est que le maître passe la commande, le serviteur sert, il travaille pour lui. Par contre, le maître, il devient… le serviteur est dépendant, il a besoin qu'on le protège et qu'on ne le menace pas, qu'on ne le tue pas. Par contre, en travaillant pour lui, le serviteur commence à devenir indépendant lui aussi. Il apprend, par exemple, je dis satisfaire leurs besoins seuls, il sait faire à manger. Si le maître n'a plus de serviteur, il ne sait plus. Voilà, le maître et le serviteur, il y a un désir de reconnaissance, une lutte à mort. Mais ce que l'esclave est en train de prendre comme revanche, c'est qu'en travaillant, en faisant les choses, en les transformant, si je prends cet exemple de serviteur, hein, il sait coudre, il sait réparer une bicyclette, il sait tout faire en fait. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on pourrait penser que c'est tout à fait embêtant d'être serviteur. Non, par le travail va donner l'occasion à l'esclave de devenir le moteur de l'histoire. C'est que ce rapport des deux, le maître, lui, devient mou, il ne faut rien. Alors il s'ennuie, il invente l'art, il invente des conneries. Hein. C'est parce que, dit Pascal, l'homme est incapable de rester oisif avec un livre dans sa chambre qu'il y a des malheurs dans le monde. Il perd le contact avec les choses, il ne sait plus les transformer, il ne sait plus habiter le monde en fait. Et il laisse ce monopole à l'esclave laborieux qui a l'air d'avoir tous les sales boulots. Laborieux, il travaille, il transforme. Mais en effet, en sachant tout faire, petit à petit, c'est le même esclave dans Mankiewicz. Il sait mieux que lui, en fait. Le reconnaissant
l'esclave transforme la nature, il se transforme lui-même, il apprend. C'est ça la culture. La culture, c'est travailler quelque chose comme une graine qu'on fait pousser, qui se transforme, qui devient autre chose. Mais quand j'apprends, quand je lis des livres, ben, je suis plus tout à fait le même et je me transforme moi-même, puisque il est en train de réaliser quelque chose. Voilà, ce qui se passe dans la dialectique du maître et de l'esclave, c'est que le travail humanise, et y compris le travail de la culture, pas le travail physique seulement. Et que cette humanité qui était le rapport de force de l'un à l'autre, il était le point de départ, selon Hegel, du rapport de force des hommes et de l'accès à la conscience, sauf que l'humanisation de l'esclave, elle se fait par ce travail. Donc c'est pas l'autre qui lui reconnaît son humanité, c'est par ce mouvement de travail qui fait qu'il prend sa revanche. Si l'angoisse de la mort que représente l'esclave, si l'angoisse de la mort incarnée pour l'esclave dans la personne même du maître, et il fait peur le maître guerrier, c'est la condition du progrès historique, c'est uniquement le travail de l'esclave qui réalise jusqu'au bout tout cela. Donc il y a une espèce de revanche qui va jusqu'au bout. Revanche qu'on va retrouver, je reprends mes tableaux hollandais, dans cette représentation des esclaves, ils travaillent, ils sont fiables, ils sont vertueux, même si certains tableaux hollandais s'amusent à montrer qu'ils sont oisifs, justement pour rappeler la valeur du travail qu'on retrouve dans cette époque protestante du XVIIe. Avec Hegel, je suis au XIXe. Le héros mu par la peur de la mort violente, l'esclave travailleur et le bourgeois du monde moderne. Alors, la dialectique du maître et de l'esclave, là je vais vite parce que je me suis un peu attardé. C'est l'État qui va aider à ce qu'il n'y ait plus de reconnaissance de lutte à mort, que ce ne soit pas quelque chose qui soit obligé pour tout le monde. Il n'y a plus de violence. L'État permet qu'il y ait une reconnaissance mutuelle des individus en tant que citoyen. Voilà, tout le monde est citoyen, tout le monde a le même droit, même si mon voisin c'est un con, même s'il est faible, ben, c'est un citoyen. Voilà, il a la même valeur que moi, une valeur abstraite qui est plus dans un rapport de force. Et pourquoi j'accepte ça? Pourquoi j'accepte de ne pas dominer mon voisin? C'est parce que l'État est au-dessus de moi et qui me fait peur. Il y a une espèce de transmission de ce domination à l'État. Il retrouve à l'intérieur de lui-même les moments de la guerre et du travail. Donc, j'en viens à, c'est dans l'État que l'homme a une existence conforme à la raison. Il sort de ce rapport de force et de rapport d'interaction violente avec les autres. Je vais un peu vite sur Hobbes, puisque vous connaissez peut-être cette formule qui dit que l'homme est un loup pour l'homme. Ce serait le rapport de l'un à l'autre dans l'époque moderne. C'est de penser qu'il y a toujours une guerre de tous contre tous. Et dans l'époque de Hobbes, on est vers 1620. C'est exactement le cas. Hein. Il y a des tensions en Europe. Tout l'homme est l'ennemi de tout homme. Mais si je vais vite pour aller à Subramaniam qui m'intéresse, ce que le Léviathan va proposer, qui est le grand livre de Hobbes, c'est ce que je viens de vous résumer, c'est que les hommes renoncent à leur liberté naturelle et ils transfèrent au Léviathan, c'est-à-dire le pouvoir qui serait une sorte de force suprême, la contrainte et la force. Si je le dis d'une façon simple, je ne vais pas aller taper mon voisin parce que je vais aller finir en prison. Et donc, je libère, question qui n'est pas la même aux États-Unis, ma force individuelle, ma violence personnelle, mon usage des armes, je la délègue à l'État policier, qui peut en profiter pour me mettre des coups sur la gueule quand je manifeste, mais je lui délègue. Et ça change notre histoire. C'est que, en échange de la liberté naturelle, nous sommes tous des sujets. Nous sommes tous des sujets. En faisant ça, c'est une dimension politique qui m'importe dans mon autrui, c'est que j'ai plus un rapport de 1 à 1, j'ai un rapport de 1 à tous. Je suis dans un rapport de savoir qui je suis en fonction du groupe et en fonction de ma place dans ce groupe. L'homme n'est pas, Hobbes n'est pas un démocrate, mais c'est un contrat qui fait que l'état de droit, c'est là où Hobbes est important, l'homme ne sera plus un loup pour l'homme quand l'état de droit sera reconnu et signé par tout le monde. On reconnaît que l'État fonctionne et que le groupe social peut marcher de cette façon. Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tient en respect, c'est là où Hobbes n'a pas tellement confiance dans la capacité des hommes à être gentils les uns avec les autres. Il dit qu'au lieu qu'ils se mènent la guerre de chacun contre chacun, ils ont tous peur d'en prendre une, mais il suffit de voir une famille nombreuse et une matrone un peu sérieuse qui promet des tartes, pour voir que le respect, ça se gagne. Là, c'est l'idée de contrat social, d'une théorie du contrat social qui est en train de se jouer chez Hobbes, et l'idée que la science, c'est la connaissance de la dépendance d'un fait à un autre. Comment les choses interagissent les unes avec les autres. Et autrui ne sera donc pas seulement un rapport de 1 à 1, mais un rapport de 1 à plusieurs. Et voilà ma troisième partie.
10 minutes de retard, mais qu'est-ce qui se passe dans des effets concrets de ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire comment l'autre peut être je résume, l'autre est continuellement une question qui m'est posée dans plein de domaines sexuels, de pensée, de création artistique, de ce que je veux laisser, de ce que je veux transmettre aux autres, de ce que j'apprends moi-même. Puis, dans ce que je viens de montrer, l'autre a une dimension sociale continuelle, une dimension qu'on peut appeler politique, c'est-à-dire il y a toujours une interaction et interrelation, interdépendance qui crée des tensions, des violences, qui doit être résolue par une délégation de la violence ou par des contrats. Voilà, ça, tout le monde a bien suivi. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre de Braudel? C'est quand il est écrit, et Subramaniam va en parler, c'est pour la première fois un géographe historien qui compte énormément et auquel Subramaniam va rendre hommage. C'est que pour la première fois, il va dire on ne va pas penser l'histoire et la géographie par pays, par exemple. On ne va pas penser forcément par époque ou par siècle. On va la penser, c'est là le sous-titre du premier tome, par le milieu. Comment il y a interaction entre plusieurs pays, entre plusieurs groupes sociaux. Comment, par exemple, le bassin méditerranéen, à une époque donnée, pourrait être le lieu. Vous voyez, c'est plus un pays, c'est plus une initiative, c'est plus une idée, c'est plus un auteur. C'est l'interrelation entre les choses qui se feraient. Voilà. Les destins collectifs, le tome 2 de la Méditerranée, destins collectifs au pluriel. Mais c'est plus, si je fais un petit clin d'œil à mon Oedipe, c'est plus un destin individuel et la lutte d'un homme contre ce destin. Comment les destins seraient collectifs, comment ils sont partagés, comment ils s'échangent et comment ils se nourrissent. Voilà, il est en train de créer un modèle de géographie, donc de pensée aussi du collectif, très nouvelle, Braudel, quand il fait ça. C'est très révolutionnaire hein, quand il sort ce livre. Et deuxième élément, oui, on va penser, c'est très difficile de penser ça, hein, penser le mouvement. Si la photo peut immobiliser, le mot arrête le mouvement. L'idée arrête le mouvement. Là, le troisième tome, c'est les événements, la politique et les hommes. Et donc, on a un rapport ternaire. Alors que si on prenait à terme ce que dit Braudel, les événements et la politique, c'est la même chose. La politique et les hommes, c'est la même chose. Et la politique et les hommes, c'est les événements. Donc, en triplant son titre, il est en train de nous poser la question de l'interrelation et de la pensée par l'interrelation, ce qu'on retrouve chez Edgar Morin aussi. Et voilà notre Subramaniam, dont je vous ai montré le visage tout à l'heure. C'est un homme qui parle plusieurs langues et qui apprend une langue quand il veut écrire sur un sujet. Le voilà reçu au Collège de France. Vous pouvez voir d'ailleurs, ces colloques, ils sont podcastables pour les écouter chez vous si vous n'avez pas beaucoup de connexion. Et la leçon inaugurale, c'est une des premières fois qu'on va recevoir un étranger. La chaire d'histoire globale de la première modernité se propose, comme le précise son titulaire Sanjay Subramaniam, d'illustrer la notion d'histoire connectée, notion globalisante permettant d'interpréter les changements historiques à la fois à grande et à petite échelle, et dont la proposition centrale est de prendre à contre-pied la conception géographique sous-tendant l'historiographie conventionnelle. Le présentateur de cette chaire... Le deuxième nom, sans surprise, était celui de Fernand Braudel, titulaire entre 1950 et 1972, à la suite de Lucien Febvre, d'une chaire intitulée « Histoire de la civilisation moderne » au Collège. Nous avons réfléchi sur plusieurs textes sortis de sa plume, le grand ouvrage sur la Méditerranée, qui a fait sa réputation en France et à l'étranger, et les 3 volumes, vous voyez ici, de civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e-18e siècle, publié en 1979. De son dernier chantier, l'identité de la France, il était moins question, pour des raisons évidentes. Nous étions tous redevables à Braudel, car nous avons appris de lui, chacun à sa façon, comment aborder l'histoire des empires et de leur concurrence à l'époque moderne, comment traiter les problèmes liés aux réseaux marchands et à leur dynamisme, et comment jouer avec le rapport complexe entre monde, nation et région, au singulier et au pluriel. Il est en train de rendre un hommage à Braudel, qui est celui de l'inventeur dont je vous parle, l'idée de nation qui serait peut-être pas suffisante pour penser l'interrelation. L'économique, vous voyez, ça s'appelle les jeux de l'échange. Par contre, c'est pour ça que j'interromps
Subramaniam avant, c'est qu'il va juste après dire que cette façon de penser la complexité par un milieu, ben, elle a sa limite chez Braudel. L'un de ses proches disciples, mon ami et mentor Denis Lombard, a voulu repenser l'histoire de ce qu'il appelait la Méditerranée sud-est asiatique, dans le sillage de la conception braudelienne de l'espace pendant les années 1980. Mais quand il employait le terme « histoire globale », comme il l'a fait dans le sous-titre de son magnifique ouvrage « Le carrefour javanais », c'était dans l'acception d'une histoire totale, qui avait comme ambition de traiter à la fois les aspects politiques, sociaux, économiques et culturels d'une région. Cependant, et malgré notre énorme dette envers l'œuvre de Braudel, il me semble évident qu'il y avait un véritable problème d'asymétrie dans sa conception de l'espace. La Méditerranée de sa vision était avant tout une mer vue du nord, et à partir des sources et des regards européens, souvent chrétiens. Quand il s'aventurait plus loin, dans les eaux de l'océan Indien, pour ne citer qu'un exemple, l'asymétrie devenait d'autant plus flagrante. Déjà en 1967, Nathan Wechtel avait attiré l'attention des historiens sur l'importance de ce qu'il appelait la vision des vaincus dans le cadre américain de la conquête. Voilà, passionnant. Subramaniam relit le livre de Braudel et dit tiens, monsieur Braudel, tu parles de la Méditerranée comme un tout. Et puis quand on regarde les auteurs que tu cites, les livres que tu cites, la majorité, les 3/4, c'est des chrétiens et plutôt du Nord. Alors que tu es en train de parler d'un milieu collectif, tu es en train de nous égarer, en n'étant pas tout à fait celui que tu dis être dans le collectif. Et ce qui est en train d'amorcer dans cette deuxième partie, je rends la parole à Subramaniam tout de suite, c'est qu'on ne parle pas de l'histoire des vaincus. L'histoire, c'est celle de ceux qui ont gagné. Mais les visions des Ottomans, des Moghols de l'Inde et des Chinois étaient également négligées dans un certain style d'histoire mondiale, malgré le fait qu'ils étaient loin d'être des vaincus au XVIe et XVIIe siècle. Ceci était le résultat de deux processus complémentaires. D'un côté, il y avait l'indifférence à l'égard de certaines histoires. L'histoire de l'Inde moghole et plus largement de l'Inde musulmane n'avait guère attiré l'intérêt des savants en France pendant tout le XXe siècle. Et le nom de quelqu'un comme Garçon de Tassy, 1794-1878, avait été presque entièrement oublié. Les ouvrages les plus importants dans ce champ n'ont jamais été traduits en français ni étudiés. Mais le cas de la Chine ou de l'Empire ottoman était tout autre. Il fait une remarque importante. Je ne peux connaître l'histoire évoquée par l'autre, dite par l'autre, que si je commence à la traduire. Malgré l'existence d'une grande tradition française dans les deux domaines, il s'agissait plutôt d'un manque de communication entre traditions savantes. Le savoir exotique, pour ainsi dire, avait de la peine à entrer de la senzala des démunis dans la Casa Grande. Deuxième étape pour que l'histoire des vaincus soit connue, il faut, pour traduire, que celui qui est le dominant ait l'idée de s'intéresser à celle du vaincu, donc de passer de l'histoire qui serait exotique, pas très sérieuse, à l'histoire sérieuse. Bien évidemment, ce terme de sérieux est en train d'être démonté. La grande maison du savoir général. Pourquoi cette difficulté? Pour entamer une réflexion plus large sur cette question, nous aurions besoin de revenir à un passé lointain, c'est-à-dire les 15e, 16e et 17e siècles. Ce faisant, je reviens aussi à la question posée par Roger Chartier, toujours, dans son texte déjà cité. « Penser le monde », écrit-il. Mais qui le pense? Les hommes de passé ou les historiens de présent? Ma réponse, les deux. Et les derniers, souvent à travers les premiers. Pour mieux comprendre comment une histoire globale se construit, tant dans le présent que dans le passé, il faut souligner un constat qui peut paraître une évidence. Dans un premier temps, l'histoire est un récit égoïste. Le soir de l'histoire est donc la famille, le clan, l'ethnie, puis la ville, la patrie ou la région d'appartenance, et enfin, et surtout à partir des dernières années du XVIIIe siècle, l'État-nation. Dans ce genre, l'histoire est le jumeau siamois de la mémoire, soigneusement gardé comme le trésor d'un serpent. Et l'histoire est aussi appelée constamment à jouer avec et parfois contre la mémoire. Le résultat est une histoire souvent écrite dans un style solennel et moralisateur et par conséquent assez peu ironique. Elle se donne comme tâche, entre guillemets, de former de bons citoyens ou des patriotes fidèles. Étape supplémentaire qui a l'air de nous écarter du sujet, mais on est en plein dedans. L'histoire est écrite par les vainqueurs,
Mais à quoi elle sert? Elle sert à éduquer ceux des siècles plus tard. La même mission que ce que disait Montaigne, autrui. Et donc, elle se veut éloquente, apprendre des erreurs du passé, apprendre aux autres ce qu'ils ne doivent pas faire. Qu'est-ce qu'on en sait de ce qui se passera après? Et ce que dit Subramaniam là, c'est que cette histoire-là prend un tour savant, mais elle est insidieusement politique et morale. Si l'historien qui poursuit ce chemin ne se met pas suffisamment en garde, il peut vite se transformer en porte-parole strident d'un groupe ou d'une position idéologique, autrement dit d'une identité. On confond volontiers dans ce cadre des concepts en réalité assez distincts comme histoire et patrimoine. Le problème est assez évident, même chez un grand intellectuel comme Sayyid Ahmad al-Dehli, qui a écrit un texte au milieu du XIXe siècle, le Asar al-Sanadid, pour célébrer les traces laissées par les héros d'antan dans sa ville chérie de Delhi. Néanmoins, même une histoire égoïste est obligée de reconnaître l'existence de l'autre. Comment faire l'histoire de Florence sans Pise, des Khazars sans les Russes, ou de la France sans l'Allemagne? Mais aller au-delà de la simple reconnaissance n'est pas aussi facile qu'il peut paraître. Piste intéressante. On a toujours été amis, cousins avec les Allemands, et donc il est en train de nous dire qu'il faudrait que dans l'histoire de France, raconter, il y ait ce désir d'être copain avec les Allemands, cette peur d'être avec les autres, et que c'est une histoire complète ne serait pas complète s'il n'y a pas raconté cela. Pratiquer une véritable forme de zénologie dans le cadre défini de l'histoire de soi est beaucoup plus idéal que réalité. Xénologie, xénos étranger, science de l'étranger. Il s'agirait donc de servir en histoire de ce que les autres disent de nous, pensent de nous, de ce qu'on pense d'eux, pour en faire une histoire, c'est le terme qu'on a appliqué à Subramaniam, une histoire connectée. Les historiens français passent leur temps à lire des textes pour ne pas parler des archives en allemand. Et combien des historiens indiens ont une connaissance respectable de l'histoire de Sri Lanka? Cependant, l'on sait que des formes de zénologie existent chez les historiens depuis très longtemps. Les historiens du monde méditerranéen aiment citer le cas de Polybe. Ceux de la Chine ancienne se réfèrent volontiers à Suma Chien. Ce sont des personnages contrastés à beaucoup d'égards. Polybe, ou Polybios, était un grec qui avait vécu au IIe siècle avant l'ère chrétienne et sous domination romaine. Héritier de Thucydide et d'Hérodote, il est souvent jugé moins talentueux que ses prédécesseurs, même si sa réputation a connu des hauts et des bas notables. Maniant à la fois l'épée et la plume, il a participé à des campagnes qui ont assuré l'hégémonie romaine contre Carthage et d'autres rivaux. C'est justement cette hégémonie romaine qu'il prend comme objet d'analyse pour la décortiquer, tout en utilisant un outillage composé essentiellement, et je cite, des notions et des références grecques. Polybe se place donc dans une situation assez curieuse, quelque part entre vainqueur et vaincu, mais en essayant de rompre avec le schéma strictement binaire de nous contre les barbares. Pour citer l'analyse de François Hartog, voyons l'histoire depuis Rome, Polybe s'efforce de comprendre ce qui s'est passé, non pas comment les Grecs ont été vaincus, ce qui serait au mieux une question d'histoire partielle ou locale, mais comment les Romains ont conquis le monde. Voir le monde et voir de Rome et voir comme Rome. Et si je trouvais un équivalent, c'est dans les endroits que la France a colonisés, au lieu d'aller dire nos ancêtres les Gaulois, et si ces gens colonisés racontaient l'histoire de Français bien présomptueux qui viennent leur raconter une histoire. Et si on faisait l'histoire de cette conquête intellectuelle, ce serait tout à fait passionnant. Dans ce comme se loge toute une opération historiographique et toute l'ambiguïté de sa position. D'où la solution à la fois théorique et pratique finalement trouvée par Polybe, la synopsis et le point de vue même de la fortune. Fin de citation. On a vu dans cet exercice la première histoire universelle. Mais l'univers de Polybe n'est pas plus grand pour l'essentiel que le monde romain. Le terme universel qualifie ses méthodes et non pas sa couverture géographique. Voilà, il s'agit de l'histoire connectée de Subramaniam. J'avance un peu, cette conférence, vous la trouvez en ligne, elle est aussi un livre. Et quand on regarde ce que Subramaniam a écrit, il a écrit sur l'Inde en 1650, où on se rend compte que l'activité économique et commerciale est remarquablement importante. Et que vous, alors je vais dire moi, comme ça sera plus facile, mais
ben, on a l'idée que la Renaissance, c'est en Europe et qu'ailleurs, il ne se passe pas forcément grand-chose. Donc, vous comprenez que l'application, je cherche à chaque fois que les enjeux de philosophie, dans ma première partie, était une façon de dire qui nous concerne tout le temps au quotidien. Dans la deuxième partie, j'ai fait une sorte d'histoire de la philosophie pour montrer que ce sujet d'autrui accompagnait tout le temps ce travail de la recherche de l'individu au contrat social à la pensée du robot. Mais ce que dit Subramaniam, puisque j'aime dans une troisième partie m'appuyer sur des auteurs contemporains, il a l'air tout à fait vivant et sympathique, ce monsieur, c'est que ça questionne le prof d'histoire de l'art qui est obligé de dire ah, merde. Donc, il y avait des gens en 1500 ailleurs qu'ici qui faisaient des trucs. Voilà, donc ce que Subramaniam dit, et je vais m'appuyer pour finir sur un petit entretien qu'il a eu avec Télérama, c'est tout à fait simple et accessible. Et puis je remontrerai un dernier extrait parce qu'il a j'ai pris une conclusion qui est tout à fait passionnante, qui m'amènera, si vous le supportez, à 19h20-30, comme je suis un peu plus long que d'habitude, mais l'interaction est moins facile. Du XVIe au XVIIIe siècle, l'Asie et l'Occident multiplient les connexions. Alors, on ne le savait pas forcément. Et Subramaniam dit qu'il y a des échanges plutôt qu'un choc de civilisation. On n'est pas en train d'aller se faire la guerre mutuellement. Il y a peut-être plutôt du réseau qui se fait. Voilà. Et donc, il parle d'une idée d'un monde global qui serait déjà présent dans l'interrelation. Et donc, d'une histoire connectée. Voilà. Les empires entre l'islam et la chrétienté, entre 1500 et 1800. Vous voyez comment il reprend très global, mais en déplaçant tous nos repères. Et voilà pourquoi on parle de lui comme celui qui est à l'origine de l'histoire globale, Subramaniam. Et puis il a sorti un livre qui a été son grand succès, c'est comment les Portugais sont allés emmerder les Asiatiques. Et comment quelqu'un comme les cours européennes et asiatiques se connaissent dès le début, dès le XVIe et le XVIIe siècle, et à qui on doit ses premières connexions. Il répond, il y a des passeurs culturels, les Portugais se sont rendus dans les cours d'Inde centrale très tôt. Sancho Pires est chef militaire et agent double, Garcia de Horta qui fait profiter les Européens de sa connaissance des plantes. Il y a de l'échange qui n'est pas juste de l'échange sommaire. Un Vénitien comme Niccolo Manucci, artilleur et médecin autodidacte, joue ce rôle d'intermédiaire, vit à la cour du grand Moghol de Delhi, revient avec ses informations et les transmet. Autre exemple qui est très peu connu de tous, alors que pourquoi c'est peu connu? Pas seulement parce qu'on ne connaît pas bien notre histoire, mais parce qu'on n'est pas en train de penser l'histoire par la connexion, on est en train de penser l'histoire par les grands héros, par les grands acteurs. Et le monde méditerranéen de Brodel qui est en train de il reconnaît que le modèle intellectuel l'intéresse, Subramaniam, mais il dit ça va pas assez loin, c'est pas équilibré. François Bernier passe 8 ans à la cour moghole et il fait connaître cette région du monde à l'Occident. Et il dit on trouve des gens comme ça en Inde, en Chine, au Japon. Les connexions sont d'abord diplomatiques et elles sont sur l'art militaire, mais après elles continuent. Et c'est là où Subramaniam est un peu piquant pour nous. On pense que c'est les Européens qui ont fait ça. Alors qu'en fait, les cultures asiatiques ont imprimé leur marque en Europe. On a des tas de peintres qui vont, comme Schelling, peindre à la façon de thèmes moghols qu'il vendra en Hollande. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il va même jusqu'à nous faire complètement voir autrement. Cette influence de Moghol viendrait dans le travail de Rembrandt, qui s'en sert de façon voilée. Il s'en sert pas seulement parce qu'il rêve d'un exotisme lointain. C'est pas ça. C'est que Subramaniam va plus loin. Il pique des compositions avec des personnages qui viendraient de peinture indienne qu'il aurait vues, et il en fait des scènes de l'Ancien Testament. Voilà, quelquefois c'est un détail de coiffure, un livre de costume, une miniature, mais les manières de s'incliner dans certaines scènes bibliques de Rembrandt seraient marquées par des usages qu'on trouverait dans l'Empire ottoman. Et vous voyez à quel point cette conception de Subramaniam est en train de complètement retourner notre conception de l'histoire de l'art, de l'histoire du progrès. C'est pour ça que cet autre texte, qui est le texte qui a fait connaître la notion d'histoire connectée, connecté, c'est dans deux sens en fait. Il n'y a pas un qui va vers l'autre et l'autre reçoit. Tout comme chez Hegel, la dialectique se transforme, celui qui était dominant et le dominé, et qu'en dominant, il domine.
et que l'étape d'après, c'est que tout le monde arrête de faire ça et c'est une interrelation. Voilà le grand tube, entre guillemets, de Subramaniam, notamment au Portugal, vous le devinez, mais pas que. C'est que le Vasco de Gama qu'on nous a vendu comme étant le grand légendaire conquérant était un petit malfrat mal intentionné, malhonnête, et que s'appeler vice-roi des Indes est une façon de créer une légende, et que les Portugais eux-mêmes, et d'autres pays bien sûr, ont besoin de construire cette légende pour ne pas voir tout ce qu'il y a de pillage et de manipulation dans cette histoire-là. Le sous-titre de Subramaniam, comment devient-on Vasco de Gama? Celui qui serait le découvreur de la route maritime des Indes était un homme de petite noblesse, âpre, rude. Le Portugal fit de lui un héros messianique. L'Occident inscrit sa légende en chapitre flamboyant des grandes découvertes, mais pourtant peu d'attention à ce marchand venu de l'Europe, marginal et mal connu. Voilà le livre plein de bruit et de fureur qui satisfera ceux qui aiment l'histoire. Il est de Subramaniam, c'est une façon, un peu comme Umberto Eco l'a fait, de faire passer sa théorie de l'histoire connectée dans des livres de récits et dans une façon de relire l'histoire autrement qui nous relie aux autres. Et puis le truc qui pique que je ne peux pas m'empêcher de vous montrer avant un dernier extrait, c'est l'histoire connectée et minoritaire en France. Alors on demande ça, Télérama demande ça à Subramaniam, il est très bien élevé. Hein. Il dit on a une très forte préoccupation nationale. On peut le dire d'une façon gentille, on regarde que notre nombril. Ou dit autrement, on ne veut pas savoir par exemple ce que les migrants auraient apporté à notre histoire. Voilà, il dit ça gentiment, l'histoire coloniale n'est pas enseignée. Qu'est-ce qu'on a été apprendre aux autres si on l'a, puisque les réactionnaires de droite disent qu'il y a eu aussi du bien. C'était quoi? Jusqu'à quand? Et est-ce qu'ils nous en ont donné du bien, même malgré le mal qu'on leur aurait fait? Combien de postes existent-ils pour transmettre l'histoire de l'Indochine ou de Madagascar, puisque c'était chez nous? On devrait apprendre dans l'histoire de France, même si le Maroc nous a appartenu au 19e siècle, pour faire gros. Pourquoi on n'apprend pas l'histoire du Maroc au 19e siècle? On n'aurait qu'une histoire des vainqueurs, mais qu'une histoire des vainqueurs qui est déjà très portionnée. Alors, Subramaniam dit gentiment, de façon très jolie, combien de postes existe-t-il pour enseigner l'histoire de l'Indochine ou de Madagascar? Très peu. La France a même de la peine, et ça c'est rien de le dire, à se pencher sur l'ancien empire français, c'est-à-dire le Maghreb et un peu l'Afrique occidentale. Alors, il lui demande, et il essaye de reprendre une bouffée de respiration parce qu'il est en train pas de nous donner une leçon, c'est bien plus que ça, hein, c'est de questionner nos propres certitudes sur ce qu'on croyait être les autres, et donc sur ce qu'on est nous. Et on lui dit, vous avez occupé une chaire d'histoire globale au Collège de France, vous venez de voir l'extrait, vous avez donné un cours qui accueillait principalement des historiens français. Est-ce que votre entrée en tant qu'étranger signifie quelque chose? Question un peu politiquement correcte, mais où la réponse est une merveille. En raison de l'accent qui est mis sur la France, peu d'historiens viennent d'ailleurs. Voilà, la France aime l'histoire, elle s'est toujours appuyée sur l'histoire, et donc elle est là pour. Elle passe pas tellement le. Est-ce qu'un Brésilien viendrait apprendre l'histoire de France? Aux Français. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Je ne pense pas que ma présence au Collège de France marque une rupture. Alors que vous savez peut-être qu'un des plus grands spécialistes de la collaboration et de l'occupation en France est un Anglais. Hein. On est bien évidemment capable d'étudier autre chose que ce qu'on est, même si ça nous pose une espèce de malaise qu'on vienne nous regarder. Il faudrait une ouverture plus large pour qu'on puisse parler en ces termes, pour qu'il y ait rupture. Un Indien, alors pourquoi? C'est là où il est malicieux. L'Indien qui est Subramaniam ne pose pas de questions identitaires aux Français. Ce serait différent si j'étais un Maghrébin musulman. D'ailleurs, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Ou un Africain comme Alain Mabankou, qui est l'écrivain qui a été en cours cette année. Voilà. Est-ce qu'un homme de peau noire peut enseigner? Oui, peu à l'université française. Et j'ai pas peur de le dire pour y appartenir. Mon collègue Abdoulba n'en est qu'un seul exemple. Rien ne dit, ajoute Subramaniam, que d'ici à 10 ans, le Collège de France ne continuera pas à embaucher uniquement des chercheurs du quartier latin, passés par les pratiques des hautes études, la Sorbonne ou Paris 1. Et quand il dit ça, il n'est pas en train de dire il faudrait donner une chance à des étrangers, il est en train de dire ce que les étrangers apportent du regard. Et c'est pour ça que ce titre de cet autre livre de Subramaniam m'a servi de sous-titre pour cette conférence qui se termine. Je vais montrer un dernier extrait. Comment être un étranger? C'est pas si facile. Hein. Il faut que l'autre vous reconnaisse ce droit. Il faut qu'il vous dise tu peux l'être. Voilà ce que raconte ce comment être un étranger. Ce qui s'est amusé à faire Subramaniam, c'est que en Europe, en Iran et en Inde,
il y a 3 personnages. Un notable de Bijapur qui s'est réfugié auprès des Portugais de Goa à la suite de querelles dynastiques, et un voyageur, Anthony Shirley, qui est un Anglais qui devient prince à la cour d'Ispahan. Et puis un Vénitien, Niccolo Manuzzi, que Blaise Cendrars considère comme le maître des bourlingueurs, marchand et artilleur, qui s'impose à Delhi auprès du Grand Moghol. Voilà, 3 trajectoires qui posent une question passionnante. Ne serions-nous pas tous étrangers, c'est-à-dire membres d'un groupe auquel nous n'appartenions pas à l'origine? Ça peut être votre cas au travail, ça peut être votre cas dans le milieu social, dont nous ont écarté l'espace et le temps sans nous en séparer complètement. Et ce que j'aimerais vous partager avant de parler avec vous, parce que Subramaniam, il va proposer une hypothèse, parce que j'aime bien ouvrir sur autre chose, puisque c'est notre rapport à l'extérieur qui est la façon de questionner qui nous sommes. Il pose une question d'historien, mais vous allez voir en quoi il est un vrai philosophe jusqu'au bout, cet homme. Il dit qu'il y a une question qui est différente pour les îles, pour les histoires insulaires. Bien sûr, on aurait pu insister plus sur d'autres aspects. La question de l'histoire culturelle des îles, c'est aussi une grande question. Est-ce qu'il y a quelque chose comme une culture insulaire en tant que telle? Est-ce que c'est bien de penser comme ça? Voilà, est-ce que une île qui peut se passer d'avoir des étrangers qui viennent la voir ou qui, au contraire, en voient passer tout le temps et qui viennent les ennuyer, est-ce que l'histoire d'une île se fait d'une façon différente que l'histoire d'un pays collé à un autre? Avec ce qu'on vient de comprendre, oui. Et cette impensée, on croirait entendre ce que Derrida faisait sur la littérature, c'est-à-dire de regarder ce qui est caché en dessous. Derrida relisait l'éthique à Nicomaque d'Aristote et voyait que dans les exemples d'amis qu'utilisait Aristote, finalement, il y avait que des amis entre hommes. Est-ce qu'on peut être ami avec une femme? Voilà de quoi écrire de la littérature pendant longtemps et continuer encore pendant longtemps. Mais ce que dit Subramaniam, c'est qu'il y a des impensés idéologiques qui sont là avant même qu'on n'étudie les choses et dans la façon d'étudier les choses. Et c'est ça que le rapport à autrui nous apprend à penser. Une histoire insulaire existerait. Je pense qu'en général, la réponse qu'on a eue, c'est non. En fait, il faut toujours penser à ces cultures comme des cultures en rapport avec quelque chose. Donc, il y a cette réponse qu'on a à cette phrase célèbre de John Donne, No man is an island. Et je pense à notre ami Carlo Ginzburg, qui par la suite a publié un livre qui s'appelle No island is an island. Voilà, donc je vais terminer. Aucune île n'est une île. Donc, j'ai cru annoncer qu'une histoire insulaire était possible. Il n'y en a pas. Personne n'est isolé. Personne n'est tout seul. Et personne ne peut penser qui il est sans passer par ce rapport aux autres. Et ce qui a l'air d'être un fait simple est plus compliqué qu'il n'y paraît, puisqu'il est au cœur de notre façon de penser même. Merci à vous.